Professeur Francis Akindes, Oui, bonjour. bonjour. Nous sommes le 5 mars 2021 et vous avez accepté de nous recevoir pour partager un morceau de connaissance avec nous et avec tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Agissait. Physiquement, c'est nous qui sommes chez vous, mais dans l'espace virtuel d'Internet et de la chaîne, c'est nous qui vous recevons. Donc, comme le veut la tradition, on va vous demander les nouvelles. Eh bien, les nouvelles sont bonnes. On se porte bien malgré les ravages de la Covid. Eh bien, on est là, on vit et voilà, on fait avec. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et puis présenter le morceau de connaissance que vous avez désiré partager avec nous aujourd'hui? Je suis Francis Akindes, professeur de sociologie politique et économique à l'université de Bouaké. Voilà. Et donc vous voulez aujourd'hui nous parler de... Alors aujourd'hui, il me plairait bien de parler de l'enseignement avec vous. C'est le cœur de mon métier. On a un double métier en fait. On enseigne et puis on fait de la recherche. Mais le cœur du métier, c'est l'enseignement. Donc je voudrais parler de l'enseignement avec vous aujourd'hui. D'accord, alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va quand même préciser pour ceux qui nous écoutent que vous avez été très humble et vous êtes présenté en une phrase de manière très laconique, mais évidemment votre CV est très 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 long et vous avez fait énormément de travaux qui sont relayés dans de très nombreux médias et puis qui sont d'une grande utilité. Donc de la part de tout le monde déjà nous vous disons merci et merci d'avoir accepté de partager ce morceau de connaissance avec nous. Donc aujourd'hui, pour vous, quels sont les enjeux de l'éducation? Alors, je préciserai, l'éducation, c'est ce qui fait d'abord une société. Et c'est tout ce qui est transmission de valeurs et de connaissances dont une société a besoin pour survivre à elle-même. Et les cercles de transmission sont d'abord la famille, les institutions de formation, je veux dire l'école et toutes les structures de formation que vous pouvez imaginer. Et je rajouterai les cercles de spiritualité, quelle que soit l'obédience. Donc c'est tout cela que je mets dans le corps de l'éducation. Mais je ne veux pas parler de tout, je ne veux pas parler de famille ici, je ne veux pas parler des cercles de spiritualité, mais je vais plutôt focaliser nos échanges sur l'école. Voilà, la fonction de l'école aujourd'hui dans la société. La fonction de l'école, c'est essentiellement d'abord une transmission de connaissances, mais également de valeurs. De connaissances et de valeurs, avec les techniciens que l'on appelle des enseignants, dans différents ordres d'enseignement. Ça peut être l'enseignement général, comme ça peut être l'enseignement technique. Ça peut être l'enseignement au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau supérieur. Donc, on a différents ordres d'enseignement. Donc, l'enseignement ou l'éducation par l'école étant progressive, on organise l'offre d'éducation à travers ce système et dans le temps. Voilà, pour que l'enfant grandisse avec des connaissances. Tout homme grandit avec des connaissances et par les connaissances qu'il acquiert par le biais de la famille, de l'école et des cercles de spiritualité. Au cœur de tout ça, la fonction de l'école est centrale. Elle est vraiment centrale. Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes en Afrique, parce que la qualité de l'école baisse. Je ne parlerai pas des pays anglophones. Ce dont je voudrais parler le plus, c'est ce que je sais, surtout des pays francophones. Généralement, on parle des difficultés économiques que nous avons, et ces difficultés économiques touchent également l'éducation. Or, elles ne devraient pas toucher l'éducation. C'est comme si nous touchions à la partie de nous-mêmes qui nous permet de nous surpasser, de rester dans le temps, de respecter la loi des générations. Parce que c'est à travers l'éducation qu'on transmet
aux générations et qu'on fait des générations, qu'on fait une société à travers les générations. Et c'est justement sur ce côté-là que le problème se pose le plus. L'éducation par l'école a d'énormes difficultés en Afrique. Vous avez dit que vous éviteriez de parler des deux autres cercles qui sont, si je ne me trompe pas, la famille et les cercles spirituels. Mais est-ce qu'on peut vraiment ne pas en parler? Parce que dans l'éducation, il y a un principe quand même spirituel d'élévation de l'enfant. On élève bien des enfants, donc c'est pour les amener à une certaine hauteur, une hauteur d'esprit. Et si aujourd'hui l'éducation a des problèmes, c'est peut-être pas seulement à cause de l'école ou de l'éducation en tant que telle, mais peut-être aussi à cause de la famille, des problèmes qu'on rencontre en famille ou des problèmes qu'on rencontre dans l'accès à la spiritualité. Vous avez peut-être raison, hein, vous avez raison, mais en fait, tout dépend du point d'entrée par lequel on parle d'éducation. On peut y entrer par la famille, mais forcément on va retrouver l'école et les cercles de spiritualité. On peut y entrer par l'école, et forcément on est obligé de parler de la famille quelque part, parce que c'est les familles qui envoient leurs enfants à l'école, et l'école partage l'imaginaire des enfants entre les valeurs transmises en famille, les valeurs transmises par le biais de l'école, et les valeurs transmises dans le monde, dans les cercles de spiritualité. Vous avez raison. En parlant de l'école, on sera certainement obligé de parler également de la famille, surtout de la famille. Enfin, ce qui lie peut-être ces trois aspects, ces trois domaines, c'est peut-être les valeurs, non? C'est les valeurs. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des valeurs, à votre avis? Vous qui êtes sociologue et qui étudiez avec un regard acerbe tous les phénomènes de société, où est-ce qu'on en est au niveau des valeurs? Alors, le problème de l'école maintenant en Afrique, c'est que d'abord, le système éducatif fait partie des packages qu'on a hérités du système colonial. Et on a du mal à nous définir par rapport à l'école. On a du mal à nous définir par rapport à l'école parce que j'ai parfois l'impression que nous ne savons pas quoi faire de l'école. On a hérité de l'école, mais on ne sait pas quoi faire de l'école pour faire de l'école ce qui nous permet de nous reproduire sur nos propres bases. Et quand je dis ça, c'est en termes de valeurs à faire passer à travers l'école, en termes de principes de vie à véhiculer à travers l'école. Oui, l'école telle qu'on l'a reçue du système colonial porte en elle-même des valeurs, hein, elle porte en elle-même des valeurs. Mais vous avez tout un débat en Afrique sur est-ce que cette école-là comporte une part de nos valeurs. Vous savez, quand on lit des romans de Harry Potter, et tout ce que vous pouvez imaginer, tous les livres scolaires, on est censé être nourri à un ensemble de valeurs à travers ces manuels, ces romans que nous étudions à l'école. Maintenant, quels sont les romans, quels sont les outils à travers lesquels on essaye de transporter cette valeur sociétale dans l'imaginaire des humains? Ça, il y a vraiment une grosse problématique qui est là, autour de laquelle il y a évidemment beaucoup de débats. Mais dans le fond, la question des valeurs ne peut être déconnectée de la capacité de l'école à les construire d'abord, valeurs. Donc, ce qui dit construction de valeurs, dit construction de curricula, voilà, hein, parce que c'est à travers des programmes qu'on véhicule un peu ces valeurs, et c'est là que les problèmes se posent. Les sociétés, l'Afrique est dans un monde qui évolue. Elle ne peut pas se construire en se coupant de ce monde. Elle ne peut pas non plus se construire en négligeant de préciser dans l'environnement global dans lequel elle se trouve les valeurs qui sont les siennes. Parce que le global n'exclut pas
le particulier, mais comment on véhicule le particulier dans ce magma du global. Les valeurs civilisationnelles, plus elles sont diverses, plus elles enrichissent. On ne se noie pas dans le global, surtout lorsqu'on a envie de survivre à soi. Vous voyez, la conscience de la survie à soi-même nous oblige à penser l'éducation avec une perspective de pérennisation des valeurs qui nous paraissent essentielles. Et ça, c'est une fonction de l'école. C'est une des fonctions de l'école, ce n'est pas la seule fonction de l'école, c'est une des fonctions de l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le matériel pédagogique pour ça. Il faut le renouvellement des outils pour y arriver, parce que je vous l'ai dit tantôt, on est dans une société qui se transforme en permanence. Vous voyez, vous ne pouvez plus avoir la même approche pédagogique que celle que vous aviez il y a 20 ans. Aujourd'hui, on n'est plus dans la civilisation du tout écrit, et on est dans la civilisation du numérique. Donc, on est obligé d'intégrer ces nouveaux supports dans l'approche pédagogique. Mais quoi intégrer dans ces supports-là et comment utiliser ces supports pour véhiculer des valeurs? Vous voyez, c'est des problématiques majeures. Mais généralement, qu'est-ce qu'on évoque? La situation, on n'a pas les moyens, on parle de notre pauvreté qui ne nous permet pas d'investir dans ces choses. C'est une erreur. C'est une erreur parce que la richesse n'est produite que par les hommes. La première source de richesse d'une société, c'est la qualité de ces hommes. C'est la créativité des humains qui permet de créer de la vraie richesse et la richesse durable. Tant que vous avez des hommes de qualité parce que bien éduqués, eh bien, vous allez chaque fois retomber sur vos pieds, même quelle que soit la nature des crises auxquelles vous vous trouvez confrontés, quelles que soient les situations nouvelles que vous devrez affronter, les hommes, l'imaginaire humain est capable de beaucoup de choses. Donc, à force de nourrir cet imaginaire, à force de nourrir cette capacité d'invention de soi, eh bien, les sociétés se donnent les moyens de s'inventer, voilà, en permanence. Et c'est là également qu'on voit les différences entre les sociétés. Ce n'est pas la quantité d'hommes qu'on a qui est important, c'est la qualité d'hommes que l'on produit. C'est la qualité d'hommes que l'on produit. Maintenant, quand on a la quantité plus la qualité, eh bien, c'est le top. Vous voyez, les pays qui dominent, qui commencent par renverser l'ordre de domination aujourd'hui, eh bien, ils ont su ajuster la qualité à la quantité qu'ils constituaient. Je veux parler, par exemple, de la Chine, de pas mal de pays d'Asie. Voilà. Donc, l'éducation est au cœur de tout ça. L'éducation est au cœur de tout ça. Alors, en Afrique, on a tendance à attendre beaucoup de l'éducation, mais à lui en donner très peu. Vous voyez, quand je vous dis ça, c'est déjà, bon, à travers les programmes d'ajustement, le système éducatif a été gravement touché et depuis les années 80, on ne s'en est pas remis jusque-là. Qu'est-ce qu'on observe? Le taux de la démographie scolaire dépasse les ressources qu'on affecte au système éducatif. Ça donne quoi comme résultat? Des classes pléthoriques où l'enseignant n'a aucune chance de connaître les élèves individuellement jusqu'à la fin pour espérer avoir une pédagogie adaptée à sa classe, aux individualités dont se compose sa classe. Et de deux, le matériel didactique qu'il faut pour accompagner, pour aider l'enseignant à aider les enfants, ben, n'existe pas. Donc on est dans un bricolage permanent. Dans un bricolage permanent. On est d'ailleurs plus porté vraiment par la qualité, parce que on raisonne en termes de est-ce qu'on réussit à boucler une année? Voilà, sans grève. Les années sans grève deviennent les indicateurs de performance du système éducatif. C'est quand même assez grave. On ne se préoccupe plus de la qualité. Et puis, avec dans toutes les sociétés une égalité dans l'accès à l'éducation. L'éducation publique, l'offre d'éducation publique, parce qu'on est quand même une société, on est hérité du système éducatif français,
On sait ce que c'est que la République des instituteurs en Europe, en France particulièrement. C'est l'école qui a fabriqué le citoyen français. Voilà, et qui continue de le fabriquer avec ses incertitudes. Mais l'école reste un pilier, vous voyez, dans la société française, par exemple, dont on a hérité du système. L'école publique, et je précise bien, l'école publique continue d'assurer cette fonction. Ou du moins, la société française continue de donner à l'école les moyens d'assurer cette fonction. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? L'école publique est en train de perdre complètement du terrain. L'école publique est submergée. Elle est submergée, elle est marquée par cette inadéquation entre ressources allouées et demande sociale d'éducation. Donc, on n'y répond pas des moyens minimaux et du coup, ça touche à la qualité de l'offre d'éducation. Et vous avez une espèce d'éducation à vitesse multiple dans les sociétés africaines, surtout francophones. Vous avez des écoles, vous avez l'école publique, et à côté de l'école publique, des écoles privées. Et vous allez remarquer que, vous voyez, juste dans les années 80, c'était l'école publique qui éduquait tout le monde. Depuis la vague d'ajustement structurel, avec un néolibéralisme, une promotion du néolibéralisme, notamment dans le secteur éducatif, ce que je trouve extrêmement dangereux, tout se passe comme si on disait, eh bien, pour avoir une bonne éducation, eh bien, pour donner une bonne éducation aux enfants, il faut les envoyer dans le secteur privé. Alors que c'était le contraire par le passé. C'était le secteur public qui offrait la qualité d'éducation et les enfants qui avaient du mal à évoluer, bon, le secteur privé les récupère et les reformatait. Eh bien, on a observé en 30 ans un revirement de situation où la qualité de l'éducation étant en train de baisser dans le secteur public, c'est le secteur privé qui prend le relais et qui facture. Parce que dis-moi dans quelle école tu vas, je te dirai quelle chance tu as d'acquérir le minimum social, vital, qui permettrait de t'identifier comme compétence et qui te permettrait de capter des opportunités sur le marché de l'emploi. Oui, dans tous nos pays, on parle de politique de croissance. Vous voyez, oui, on a des indicateurs de croissance, bon, des sociétés réussissent à produire de la richesse, mais comment peut-on partager cette richesse si on ne permet pas aux éléments qui composent la société de capter une part de cette richesse par l'emploi? Pour accéder à l'emploi, il faut avoir des compétences. Mais dans l'état où se trouve l'école, notamment, je veux dire, d'abord et avant tout l'école publique, mais l'école publique a du mal à délivrer des compétences. Du coup, l'école publique forme des gens, donne des titres aux gens, mais des titres des titres qui ne renvoient pas des compétences. Du coup, ça crée quoi? Le chômage de masse. Ça crée énormément de diplômés, mais des diplômés sans compétences. Des frustrés, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils aient consenti autant d'efforts à étudier et qu'on vient leur dire que les connaissances qu'ils aient pu acquérir ne donnent pas droit à des emplois. Évidemment, il fut le temps où tous les sortants du système étaient recrutés dans la fonction publique. Maintenant, la fonction publique n'est plus capable d'absorber ce flux de personnes déversées sur le marché par les universités. Ça fait partie également entre guillemets, du néolibéralisme. La fonction publique est plutôt tendance à régresser et à laisser la place au privé et aux privatisations. Donc forcément, elle ne peut pas embaucher plus ni atteindre un certain niveau de qualité, on va dire, comme celle qu'on pouvait observer avant. Ben oui, mais parce que depuis les programmes d'ajustement structurel, ce qu'on dit à l'État, c'est de réduire ses dépenses, notamment dans le secteur éducatif. Donc l'État ne peut plus construire des écoles, des universités, comme ça se passait par le passé. Et ben, la réponse de l'État, c'est de dire, bon, ben, je demande au secteur privé de suppléer au déficit en matière d'offres d'éducation. Mais qui dit privé dit gain, dit rentabilité, dit offre de services
payant. Donc si l'école doit être offerte, le surplus doit être pris en charge par le privé, eh bien, quand vous allez au privé, mais vous payez. Maintenant, tout dépend du privé auquel vous vous adressez. Quand vous vous adressez à des privés de niveau acceptable, eh bien, ça a un coût. Donc, vous avez toute une structure d'offres d'éducation dans le secteur privé qui ne garantit pas toujours la qualité, parce que il y a des écoles boutiques également dans le secteur privé et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a des structures qui naissent juste pour capter les opportunités, notamment les bourses qu'offre l'État ou les subventions qu'offre l'État. Mais ce n'est pas avec ce type de structure éducative qu'on forme des gens, qu'on offre de la formation de qualité. L'État doit pouvoir surveiller notamment l'offre d'éducation dans le secteur privé, même si c'est sous forme de concession de services publics. Voilà. Dans les pays africains, ça ne se fait pas souvent. Ça ne se fait pas souvent, donc l'éducation à vitesse multiple. Et puis, ce que vous remarquez, c'est que l'élite dans les différents pays francophones, qu'est-ce qu'elle finit par faire? C'est d'éduquer leurs enfants, les enfants, dans des écoles françaises ou américaines. Vous voyez, ça ajoute un autre niveau à l'offre d'éducation, mais ça rend l'éducation encore plus inégalitaire que jamais. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de payer le privé, surtout le privé, enfin, cette catégorie d'offres d'éducation, les lycées américains, les lycées canadiens de plus en plus, et puis français qu'on retrouve dans ces pays. Mais c'est quand même important de revenir à l'essentiel. Il est important de redonner la capacité au secteur public de l'éducation, de redonner la capacité à ce secteur public d'offrir une éducation de qualité. Ça, il va de l'avenir des sociétés. Parce que, imaginez-vous, quand vous avez des enfants mal formés au niveau primaire, au secondaire et à l'université, ça veut dire quoi? Vous allez avoir des médecins de mauvaise qualité. C'est eux qui vont vous tuer dans les hôpitaux. Vous allez avoir des ingénieurs qui vont faire des ponts ou des bâtiments qui vont s'écrouler. Vous allez avoir un service public qui ne sera pas de qualité. Vous voyez, oui, on aura dépensé pour l'éducation, mais en retour, on a les effets négatifs d'une dépense publique mal organisée. En fait, c'est un mauvais placement financier et qui a ces effets dont les retours sont extrêmement négatifs. Et on le voit dans les pays africains. Et d'ailleurs, les PME s'en rendent bien compte. Quand on crée son entreprise, ce n'est pas pour former des gens. Oui, on peut accueillir quelques stagiaires, mais lorsque vous voulez recruter du personnel dans votre entreprise, vous êtes confronté à ces personnes qui sont des universités, mais qui n'ont aucune compétence, des personnes à qui encore manquent des connaissances élémentaires, qui ne peuvent pas vous rédiger un test, qui les rédigent avec plein de fautes et tout. Mais ce n'est pas à vous, le chef d'entreprise, d'investir dans la formation de celui que vous recrutez. Lorsque vous recrutez quelqu'un, vous voulez utiliser ses compétences pour créer quelque chose, pour offrir un service dont la rentabilité sera ce que vous allez partager avec ceux qui ont créé ce service avec vous. Vous voyez, qui ont créé cette valeur ajoutée avec vous. Mais si vous êtes obligé d'investir dans leur formation, c'est un coût supplémentaire dans l'investissement pour créer une entreprise. Et ça, le secteur privé le sait, le secteur privé en souffre. On doit pouvoir répondre à cela. Mais alors, nous, en vous écoutant et en écoutant un peu rétrospectivement les professeurs, les instituteurs, toutes les personnes qu'on a pu interroger aussi au fil de ces émissions-là, on se dit, est-ce que vraiment on n'a pas dépassé déjà le moment où il était encore temps de faire quelque chose? Parce que si on est submergé par une quantité
de personnes, de jeunes dans l'éducation publique qui n'arrivent pas à avoir accès à cette éducation, on va dire une éducation complète qui leur permettrait vraiment de s'accomplir en tant qu'étudiant ou en tant que... Si le système est submergé par cette quantité, que le peu qui arrive à être diplômé arrive à avoir des diplômes qui au final ne garantissent pas d'emploi. Si, comme on a pu le voir avec d'autres intervenants sur notre chaîne, on a des enfants qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire. Si on est dans un système libéral qui promeut l'individualisme alors que traditionnellement on est tous sauf des sociétés individualistes, si on a des enfants qui arrivent à l'école où ils doivent connaître le français alors que jusque-là ils n'ont parlé que dans leur langue ethnique, que dans leur ethnie, et que ces langues de toutes ces ethnies-là ne sont pas intégrées au système éducatif pour permettre de faire le passage avec le français, un passage qui soit plus fluide et qui permette une meilleure compréhension du monde moderne, si on n'a pas en plus des systèmes traditionnels qui permettent de garantir que tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine ethnique, puissent quand même conserver leur tradition sans se perdre totalement dans la modernité. Enfin, tous ces éléments mis bout à bout comme ça, on se demande, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Et est-ce que déjà on ne peut pas annoncer une catastrophe dans 20 ans? Une catastrophe. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. Vous voyez, c'est ça le défi de l'éducation aujourd'hui. Tout ce que vous dites, créer un système éducatif qui soit ancré dans les sociétés qui sont les nôtres, répondre à tous les nouveaux défis que pose le système éducatif en termes de démographie scolaire galopante, les défis d'un système éducatif dans un monde qui lui-même change en permanence, c'est tout cela le défi. Mais vous savez, au cœur du système éducatif, je veux dire du système éducatif et surtout de l'école, il y a l'enseignant. Qu'est-ce que j'ai remarqué ces derniers temps? Pas ces derniers temps, depuis quelques années, depuis une bonne vingtaine d'années, c'est la dévalorisation de la fonction enseignante. L'enseignant lui-même perd confiance, il perd confiance en lui-même, du primaire jusqu'à l'université. Il a le sentiment qu'il n'est pas pris très au sérieux parce que l'école elle-même n'est pas prise au sérieux. Bon, les enfants se dépêchent de pousser leurs enfants à l'école, mais ne s'intéressent pas trop à ce que l'école devient. Évidemment, quand on ne s'intéresse pas à ce que l'école devient, on ne questionne pas vraiment les rapports maître-élève, mais qui aussi se détériorent, soit dit en passant. L'enseignant, vous voyez, est confronté à des problèmes de survie lui-même. Vous avez des établissements, le secteur privé, dans lesquels ils n'ont pas de salaire pendant les vacances. Vous avez des enseignants qui n'arrivent pas à éduquer leurs propres enfants parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ont des bases de rémunération, je le dirais autrement, ils sont soumis à un régime de rémunération complètement incertaine. Leurs salaires ne sont pas payés à la fin du mois parce que le fondateur vous dira que lui n'a pas reçu les subventions de l'État, donc il a du mal à honorer ses engagements vis-à-vis de ses enseignants. Est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, on ne le sait pas toujours. Et même quand on prend le secteur privé, le secteur public, les enseignants se retrouvent avec un niveau de salaire qui ne leur permet pas plutôt d'avoir une vie à peu près décente. Donc, la dévalorisation de la fonction enseignante vient de tout ça. En public, vous avez, surtout ceux du secondaire, c'est moins vrai à l'université, les instituteurs qui
malgré le caractère répétitif de leur activité, donnent à chacun de nous les bases de ce qu'il lui faudra pour organiser tout le reste de sa vie. L'instituteur qui vous apprend à lire et à écrire, qui vous donne les premiers rudiments, mais vous les retrouvez dans des villages reculés. Quand leurs enfants doivent aller à l'université, eh bien, il n'y a pas de possibilité de scolariser leurs propres enfants là où ils continuent de vivre. Leurs familles sont dispersées. Ils n'ont de toutes les façons pas les moyens de payer des universités privées si les universités publiques ne peuvent pas absorber leurs enfants. Le secondaire, ben vous voyez, dans presque tous les pays d'Afrique francophone, c'est des grèves à ne pas en finir. Parce qu'il y a un malaise dans le milieu des enseignants. Et on ne peut pas résoudre le problème de l'offre d'éducation de qualité sans regarder de près le malaise dans le milieu enseignant. On ne dit pas de remettre tout l'ordre d'un pays aux enseignants, mais il y a deux catégories de métiers. C'est la fonction enseignante et les métiers liés à la santé. C'est les deux métiers clés de la société. Les enseignants éduquent les hommes et le corps médical entretient la santé des humains. Voilà. Mais ces deux corps de métier dont les conditions de vie doivent être regardées de très près. Ils ont une fonction, les enseignants ont une fonction de transmission. Mais comment pouvez-vous transmettre si vous-même vous nagez dans les problèmes? Vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, même vos propres enfants, vous ne pouvez pas les éduquer parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Le système ne vous offre pas des possibilités particulières parce que vous êtes dans un ordre de fonction jugé important pour la société. Vous voyez, ça, si on veut aborder autrement la question de l'éducation, il faut regarder de très près la fonction enseignante. Dans certains pays, on recrute encore des instituteurs au niveau BEPC. Mais nous savons ce que sont les licences aujourd'hui. Les bacs, les licences, c'est pas... Si vous voyez le niveau de licenciés aujourd'hui, à force des grèves et tout le reste, mais le niveau a chuté. Mais quand on recrute un instituteur avec le BEPC, mais qu'est-ce qu'il va transmettre aux enfants? Quel type de transmission peut-on avoir avec des enseignants recrutés à ce niveau-là? Il y a de vrais problèmes. Il faut que dans tous nos pays francophones, nous puissions à des moments donnés nous asseoir pour faire l'audit du système éducatif à tous les niveaux, niveau primaire, niveau secondaire et puis niveau supérieur. Vous voyez, parce que nous sommes en train je dirais que c'est des formes de génocide. Hein. C'est des formes de génocide. On détruit les générations. On les envoie à l'abattoir. Et puis on dit aux générations, dis-moi si tes parents ont la possibilité de t'offrir autre chose que ce que le secteur public va t'offrir. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et normalement, les sociétés doivent évoluer en s'améliorant, mais j'ai l'impression, quand je regarde les transformations de nos sociétés sous l'angle de l'éducation, nous ne nous améliorons pas. Ça se détériore. Et quand l'éducation prend du plomb dans l'aile, comme c'est en train comme ce que nous remarquons dans nos sociétés, il y a à prendre conscience de cela. Et c'est pourquoi il m'a paru important d'en discuter avec vous, parce que nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir. Nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir avec ce type de système éducatif. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement? Si on veut être, disons, pragmatique et qu'on dit, bon, vous avez, professeur, la solution, ou une des solutions, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour commencer à inverser la tendance? Parce qu'on s'imagine que, vu l'état des choses, c'est pas un état qui a résulté de quelques années de soucis ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui s'est délabré depuis longtemps, qui a mis du temps à arriver à cet état de délabrement. Et donc, on peut se dire aussi que quelle que soit la bonne volonté des gouvernants ou des personnes qui sont en charge de l'éducation en général,
ça doit être difficile, quelle que soit sa bonne volonté, de redresser quelque chose qui est aussi atteint dans sa structure. Est-ce que, selon vous, il y a quelque chose à faire tout de suite, des mesures urgentes qu'on pourrait conseiller? Il n'y a pas de mesures urgentes à prendre. Il y a à s'arrêter à un moment donné pour penser l'éducation dans les pays. On s'arrête, on dit très bien. On fait les états généraux de l'éducation. Où en sommes-nous? Pourquoi sommes-nous devenus ce que nous sommes? Où est-ce que nous voulons aller? Tous les acteurs, tous les partenaires du système éducatif, parents d'élèves, enseignants, syndicats, tout le monde. Et on canalise le débat. Et ensemble, collectivement, on définit où on veut aller et on se donne les moyens d'y aller avec les indicateurs de suivi, les indicateurs de performance. Sinon, ça ne peut pas être le travail de 3 ou 4 experts regroupés dans un bureau qui doivent prendre un rapport un rapport qui va servir d'orientation à l'éducation. Je n'y crois pas du tout. Ça, des rapports sur l'éducation, ça, il y en a dans les tiroirs. Mais il faut que le corps social prenne conscience de ce problème. Prenne conscience de ce problème. Alors, on parle du rapport, le rapport qui a été publié tout récemment et qui donne, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, avant-dernier sur la liste en termes de performance, et tout le monde s'en émeut. Mais ce n'est pas nouveau, ce phénomène. Ce n'est pas nouveau. Il fut le temps où on a un ministre de l'Éducation se plaignait de ce qu'il y ait de la tricherie au cours primaire. Ce n'est pas des enfants qui sont allés à la chasse des épreuves. Mais c'est sûrement leurs parents. Voilà. Donc, les grèves sur des grèves, l'école a été paralysée pendant des années par des grèves. Ces dernières années, on a moins de grèves. Mais il y a d'autres facteurs. Les enseignants, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la situation socio-économique des enseignants. C'est un point nodal. Les règles du jeu à l'école. Mais depuis quand les enfants font la loi? Il n'y a plus d'autorité dans le système éducatif. Les enfants deviennent les autorités de leurs propres autorités. Vous voyez, il y a une inversion de position. Ils s'élèvent, quand ça les prend, et ils décident d'arrêter l'école. Ils décident d'arrêter l'école. Ils font circuler sur les réseaux Internet des films pornographiques et des choses pareilles. Mais l'école, ce que devient l'école est grave. Voulons-nous que ça continue? Voulons-nous penser la réforme de l'école à travers des rapports d'experts? Ou voulons-nous en faire un vrai sujet de société? Mais à mon humble avis, c'est un véritable sujet de société. C'est le problème. Parce que quand ça ne va pas à l'école, ça irrigue tous les secteurs de la vie. Vous aurez de mauvais prêtres, vous aurez de mauvais imams, vous aurez de mauvais ingénieurs, vous aurez de mauvais médecins, de mauvais enseignants, partout, parce que l'école envoie ses produits dans tous les secteurs. Si nous voulons d'une autre société, osons vouloir d'une autre école. Professeur, merci. On a bien entendu votre cri de cœur, on va dire. Et on vous a promis qu'on ne serait pas très long. En tout cas, on fait le constat avec vous, effectivement, qu'il est temps d'oser vouloir, comme vous avez dit, d'une nouvelle école, d'un nouveau modèle pour l'école qui puisse être plus en adéquation avec les réalités sociales et économiques de nos pays. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à notre petit rituel de fin qui consiste à quelques questions qu'on va vous poser? C'est à nous enseignants, de rappeler ces choses-là, de crier haut et fort comment nous vivons le malaise de l'école au sein de l'école. Et c'est ce que j'essaye de faire
Entre collègues, nous échangeons énormément sur ces choses-là, mais on a peur pour l'avenir. On a peur pour l'avenir si la société continue de faire semblant de ne pas voir. Si les parents font semblant d'envoyer leurs enfants à l'école, si les enseignants font semblant d'enseigner et que les élèves font semblant d'étudier. Le faire semblant ne garantit pas ou ne garantit rien de bon en termes d'avenir pour une société. Il est important que nous prenions conscience de l'état de l'école si nous voulons régler ce que j'estime être le cœur des malaises sociétaux. Merci professeur. Donc nous avons 7 questions à vous poser, auxquelles on va vous demander de répondre en une seule phrase. C'est notre petit rituel de fin dans cette émission. Donc nous allons commencer par la première question. Si vous pouviez choisir un super pouvoir, quel serait ce super pouvoir? Super pouvoir. L'éducation. Le pouvoir d'éduquer. Oui. Merci. Deuxième question, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre vie? C'est ma discothèque de musique cubaine. Troisième question, quel est le sens de la vie, selon vous? C'est le sens qu'on veut lui donner soi-même. Et votre définition de Dieu? La vôtre? C'est ce que je fais à l'autre et ce que je veux que l'autre me fasse. Est-ce que, en dehors des musiques cubaines, vous avez, ou même parmi les musiques cubaines, vous avez une œuvre d'art, quelque chose d'artistique à nous conseiller, que ce soit un livre, une chanson, un film, une pièce de théâtre, une œuvre à regarder, peu importe. Sixième question. Si vous deviez donner un conseil à l'humanité, quel serait ce conseil-là? La responsabilité vis-à-vis de l'autre. Dernière question, professeur. Vous avez eu 18 ans. Et si le Francis Akindès de maintenant pouvait repartir dans le passé et rencontrer le Francis Akindès de 18 ans, et lui dire une seule phrase, qu'est-ce qu'il lui dirait? Qu'est-ce que vous diriez à votre version de 18 ans? Danse et danse encore plus. Parce que on ne vit pas deux fois. Professeur Francis Akindès, merci du fond du cœur, de notre part, de la part de notre chaîne, de tous ceux qui nous regardent. On souhaite que l'amour et la paix habitent votre âme à tout jamais. Merci beaucoup.